Cultiver l'avenir. Cultiver l'avenir. La sécheresse, ça fait vraiment partie des éléments qui font maintenant partie de la norme. C'est l'intensité et la période qui sera couverte par la sécheresse qui devient la variable. Cultiver l'avenir. En diversifiant un peu les cultures, en diversifiant un peu les approches, en essayant d'avoir des systèmes qui soient sobres. Un podcast de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Une fédération. Un réseau. Pour s'adapter au changement climatique. Et favoriser la biodiversité. Par Laure Sari. Épisode 7. S'adapter au changement climatique en contexte méditerranéen. Chez Carmen et Martin, dans les Pyrénées-Orientales. Je suis dans un train en direction de Narbonne, où je prendrai ensuite un autre train pour Perpignan, où je rejoindrai Nicolas, qui m'emmènera chez Carmen et Martin, à La Tour de France. Carmen et Martin, ils cultivent la vigne et l'orge. Et leurs cultures sont sujettes à de grandes périodes de sécheresse. Alors ils s'adaptent avec tout un panel d'idées. J'ai hâte qu'ils me parlent en détail de leurs travaux sur les mélanges de semences, la couverture des sols, et aussi qu'ils me partagent leurs réflexions sur la diversification des ateliers de production. Un tas de solutions qui se complètent et qui les rendent plus sereins. Salut. Bienvenue. Moi je suis Martin Ballot, au domaine Etche, brasseur et vigneron. Moi je m'appelle Carmen Etcheverry, chez Etche, vigneron et brasseur. Ah, ça se prononce Etche. Oui. C'est du catalan. C'est du basque. Etche, basque. ça veut dire la maison, le foyer, le chez-soi. C'est une partie de mon nom de famille et c'est aussi le nom qu'avaient donné mes parents au domaine, donc domaine qu'on a repris il y a quelques années. Et toi Nicolas, est-ce que tu peux te présenter ? Nicolas Dubray, du coup, du Civam Bio dans les Pyrénées-Orientales. C'est l'association des producteurs bio du département. Pour faire connaissance, on a commencé par déjeuner ensemble à la table de Carmen et Martin et par déguster une partie de leur cuvée de vin et de bière. Donc on faisait traditionnellement plutôt du rouge. On s'est installé en 2020 sur une surface de 2,5 hectares. Donc des cépages traditionnels du coin, du Carignan, du Grenache, de la Syrah, des vins un peu costauds, des vins du Roussillon, donc assez extraits, assez charpentés, qui étaient un peu élevés en barrique. On a voulu prendre le contre-pied, avoir des vins un peu plus légers, un peu plus acidulés. Donc on a commencé à faire ça, à diversifier avec d'autres types de profils de rouge. Et en 2022, on a récupéré une parcelle de blanc et une parcelle de Grenache qu'on va aller visiter tout à l'heure d'ailleurs. Sur lesquels on a fait des profils un petit peu différents, puisque là en 2023 on a fait nos premiers pétillants naturels, donc un rouge et un blanc de noir. Vous faites pas que du vin ici, est-ce que tu veux nous en parler ? Ouais, on a commencé il y a 2 ans maintenant à faire de la bière, puisque le vin c'est plutôt mon truc et la bière c'est plutôt le truc de Martin. On a regardé un peu agronomiquement et on a vu que les besoins en eau, les besoins en nutriments étaient finalement assez phasés dans l'année, donc pas des mêmes besoins au même moment entre l'orge et la vigne, et qu'on pouvait même avoir des effets de paillage qui étaient assez intéressants. Donc l'idée c'est que, sortie de vendange, quand on ramasse les raisins, on sème l'orge, que lui pousse pendant tout l'hiver avec les nombreuses pluies hivernales qu'on est censé avoir dans le coin. Et que justement au moment du printemps, l'orge commence à épier, les épis commencent à sécher. Donc au moment où la vigne commence à débourrer, les consommations d'azote ont déjà été faites, les consommations d'eau ont déjà été faites. Donc il y a peu de concurrence. Et donc on moissonne pendant le printemps et on couche les pailles de l'orge pour faire un joli petit tapis qui empêche au sol de trop sécher et qui garde l'humidité dans les sols pour la vigne. Donc ça c'était sur le papier. Il se trouve que ça fait 2 ans qu'on sème et qu'on a des hivers extrêmement secs. Et donc que l'orge ne pousse pas. On pousse très peu. Donc ça fait 2 ans qu'on considère que c'est pas la peine d'aller le moissonner, donc on en fait une sorte de couvert végétal qu'on détruit au printemps. Donc on a lancé de la bière, mais pour le moment c'est pas encore notre orge, on n'est pas encore paysan brasseur, on est juste brasseur. Là on passe un premier rideau. Ouais, on n'a pas encore installé de porte, mais ça va finir par venir. Et il y a un petit nid d'hirondelles. Ouais, des hirondelles qui reviennent chaque année depuis qu'on s'est installé là. Donc là, on a 4 bébés qui ont éclos il y a quelques jours, tout juste. Et s'il y a la maman qui revient, on devrait les entendre piailler. Il y a une spécificité sur notre bière, c'est que sur le vin, on travaille en vin nature.
donc sans intrants, très peu, et en particulier nos levures sont indigènes, donc c'est celles qui sont naturellement sur le raisin qui vont servir à la fermentation. Pour la bière, on a choisi d'adopter la même philosophie, de faire une bière sans aucun intrant, autre que l'orge, le houblon et l'eau. Et pour arriver à ça, sur l'orge, on n'a pas de levure, donc on a choisi d'adopter la méthode qu'on dit de levure sauvage. C'est en fait utiliser des levures naturellement présentes sur des fruits, en l'occurrence dans nos fermentations de vin, pour fermenter nos bières. Donc dans les deux cas, on fait sans intrants, et dans les deux cas, c'est nos levures de vin, nos levures de raisin, qui vont finir les fermentations. On va prendre la voiture pour aller à une des parcelles de Carmen et Martin. Merci. Sur la complémentarité, il y a quand même une dernière étape qui est importante. On n'en a pas beaucoup discuté, mais il s'agit quand même qu'on réussisse à les vendre, nos produits. Et la bière est assez complémentaire avec le vin, puisque justement, c'est à peu près les mêmes clients. Donc on est complémentaires à la parcelle, dans la cave, mais aussi dans les réseaux de distribution. Vous habitez sur la place du village ? Ouais. Ça fait longtemps que vous habitez là ? On a eu les clés il y a tout pile 4 ans, 2020. Ouais. C'est une vieille maison qu'on commence à retaper petit à petit, mais qui nous a séduite parce que justement on pouvait y faire une cave. C'est ça qu'on cherchait. En fait, on est arrivé à La Tour aussi parce que c'est le village où Carmen a grandi et où Cécilia, la maman de Carmen, cultivait la vigne et faisait déjà du vin en bio depuis 20 ans sur des modèles très extensifs, 100% enherbés, non mécanisés. Donc tout était travaillé à la pioche et au sécateur. Et puis en arrivant, on a agrandi un petit peu. On est aujourd'hui à 5,5 et diversifié le type de parcelles. On a des parcelles qui maintenant sont en partie mécanisables, donc sur lesquelles on peut arriver en tracteur. Et c'est sur ces parcelles-là qu'on va, c'est sur ces parcelles-là qu'on peut cultiver de l'orge. C'est joli de ce côté-là. Face à nous, c'est le massif de la Touraise qui donne son nom au village de la Tour de France. C'est un massif calcaire, un massif sur lequel il y avait beaucoup d'élevage et qui aujourd'hui est en déprise. Donc c'est une garrigue qui a pris le dessus, qui entoure la tour sur les 3/4 du périmètre, qui est de l'autre côté de la rivière de l'Agly. Le village de la Tour de France est dans un méandre de l'Agly. Et autour de ce méandre, il y a 3 petits massifs. Il y a la Touraise, Montredon, où on va aller voir nos vignes, et Saint-Martin, qui est sur la 3e côté. Donc on est vraiment comme entouré au milieu de la rivière et au milieu de petites collines. Et là, on est sur un parking qui est dans un pré, et il y a des herbes hautes. Et il y a des camions qui ont l'air d'être là depuis un petit moment ou de ne pas bouger très souvent, qui ont les roues complètement empêtrées dans ces herbes hautes. On voit même plus les pneus. Et on va monter dans la voiture de Carmen et Martin. Et nous voilà partis tous les 4 vers la colline de Montredon. Et la parcelle où Carmen et Martin ont commencé à cultiver de l'orge dans les interrangs de leurs vignes. 15 minutes de route nous attendent, alors j'en profite pour demander à Nicolas de nous donner un peu de hauteur sur le climat de la région. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les spécificités climatiques de la région, s'il te plaît ? Ouais, le département des Pyrénées-Orientales et plus globalement de la plaine, il a été marqué depuis 2 ans par une sécheresse vraiment historique. Mais on peut aussi penser à tout ce qui est échaudage, des épisodes de très très forte chaleur. On l'associe souvent avec la sécheresse, mais c'est finalement 2 phénomènes un peu différents et qui affectent de manière différente. Puis il y a aussi tout ce qui est augmentation en intensité, tous les phénomènes de grêle, de gel, d'inondation. On y est pour l'instant un petit peu moins un sujet, mais alors qu'il y a énormément d'autres régions où c'est très gros soucis, quoi. Mais voilà, c'est très complexe, je trouve, de parler du changement climatique et de son adaptation, parce qu'en fait, on parle d'une multitude de choses, quoi. La sécheresse, ça fait vraiment partie des éléments qui font maintenant partie de la norme. C'est l'intensité et la période qui sera couverte par la sécheresse qui devient la variable. C'est-à-dire qu'on considérait avant que les sécheresses c'était estivales, c'était pendant la période de juillet-août qui était vraiment difficile à passer. L'an dernier, en 2023, les arrêtés de restriction de l'usage de l'eau, ils ont commencé en février et ils ont juste jamais été levés. Donc on est toujours sur ces périodes de restriction. Donc on est sur des états de sécheresse quasi permanentes avec des nappes profondes déjà bien sollicitées pour les usages eau potable, avec des populations qui triplent ou qui quintuplent sur le territoire pendant les saisons touristiques. Donc on a des besoins d'eau qui augmentent fort pour l'eau potable pendant les saisons où on n'en a pas beaucoup.
Et donc, ça pose des questions de répartition des usages de l'eau, ça pose des questions de priorité des usages, ça pose tout un tas de questions qui sont finalement assez peu débattues dans un cadre large. On a encore des projets en cours autour de construction de golf dans les Pyrénées-Orientales. En 2024, ça paraît complètement anachronique. Et ça va être de plus en plus problématique puisqu'on voit que l'intensité de ces événements de sécheresse s'accentue, quoi. Au-delà des décisions qui sont non prises, il y a des débats qu'on n'a pas sur ces questions. Et je pense que ce serait pertinent pour le territoire de trouver un espace de discussion sur quelles sont les priorités d'utilisation de l'eau puisqu'on en manque, qu'est-ce qui doit rester pour la biodiversité, qu'est-ce qu'on doit sanctuariser pour l'eau potable et puis sur ce qui reste sur l'agriculture, comment on le priorise et comment on le répartit entre nous. On est arrivé sur les parcelles, donc là on va sortir de la voiture et on va se prendre le vent. On est sur une sorte de point haut où on commence à avoir une vue à 360 degrés. Donc on voit tout le massif derrière, là en remontant un petit peu, on voit jusque les montagnes au deuxième plan, on est déjà dans l'Aude. On a derrière nous le Canigou et on voit sur la droite donc le village de la Tour de France, on va s'approcher un petit peu. Il y a l'air d'avoir effectivement beaucoup de vent. C'est rare effectivement de voir des lignes de vignes aussi espacées. Donc là, on est sur les parcelles qu'on a reprises en 2022 et on les a reprises, alors, outre le fait qu'on soit sur des super terroirs de schiste et qu'on ait une vue magnifique, et ça joue vraiment sur la motivation à se lever le matin pour aller travailler dans les vignes. Elles sont plantées donc avec des interrants à 3 mètres, ce qui nous permet vraiment d'avoir une vraie bande de culture entre 2 rangs de vignes. Et donc c'est ici qu'on a voulu développer le projet avec de l'orge dans l'interrang de vignes. On est en train de faire le tour et on regarde, de l'orge il n'en reste pas beaucoup. Donc on avait semé un interrang sur 2 avec l'idée qu'on allait faire une sorte de rotation. Donc on a un interrang sur 2 sur lequel on a un mélange diversifié qui vient du Civam Bio du 66 d'ailleurs, sur lequel on avait mis, alors il y avait de l'avoine et du seigle en céréales, il y avait de la gesse, de la vesse et de la févrole en légumineuse, et on avait 2 crucifères, un radis fourragé et une moutarde je crois. Donc tout ça mélangé sur un des interrangs. Là, on voit plus grand chose d'autre que c'est du seigle qui sort un peu là encore, qu'on n'a pas vu de tout l'hiver, donc qui sort maintenant. Jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, on avait encore pas mal de gesses et de vesses, c'était assez joli et assez fleuri. Là, ça a complètement séché, on n'y voit presque plus. Et sur le rang à orge, on ne devine même plus les rangs. Assez longtemps, on les a lus quand même si l'orge n'était pas très très jolie. Mais là, c'est complètement sec. Ouais, ce qu'on se rend compte là avec les 2 années de sécheresse qu'on vient de connaître, c'est que sur les couverts végétaux, il y a quand même une importance d'avoir des mélanges un peu diversifiés parce qu'il y a des espèces qui sont quand même plus résilientes que d'autres à la sécheresse. Là, Carmen a parlé de la gesse par exemple qui se comporte relativement bien en sec, alors que la févrole par exemple qui est une espèce ultra intéressante en soi, mais là ça fait 2 ans qu'elle pousse pas tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour elle, quoi. On descend en casotte peut-être ? Allez, allons-y, je vous suis. On se déplace parce qu'il y a beaucoup de vent et on a peur que vous entendiez rien. On va chercher un petit coin à l'abri, on ne sait pas si on va en trouver, mais ça devrait aller. Une centaine de mètres plus bas, on arrive au fameux casotte. Chaque casotte, chaque cabane était accolée à un récupérateur d'eau pluviale et avec toujours une citerne enterrée. Alors celle-là c'est une moderne qui a été bétonnée, mais sur tous les casottes et sur chaque bout de terrasse on retrouvait ce genre de structure. C'est connu le mot casotte ? Un casotte c'est une cabane traditionnelle en pierre sèche qui était sur les parcelles de vignes ou sur les parcelles en général, qui permettait d'entreposer de matériel et de faire une pause quand les parcelles étaient loin du village. Donc on a ici dans le paysage beaucoup de vieux casottes, de petits casottes dont certains sont effondrés, mais il y en a quelques-uns qui tiennent encore. Bien à l'abri du vent, face aux vignes aux interrangs d'orge, j'ai demandé à Carmen et Martin de nous raconter les grandes étapes par lesquelles ils sont passés quand ils ont repris les vignes de Cécilia. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour s'adapter aux sécheresses grandissantes ? Les 2,5 hectares qu'on a repris de ma mère, elle travaillait
pas du tout les sols, donc c'était intéressant parce qu'il y avait un enherbement naturel spontané qui couvrait à peu près tout. Il y avait quand même une grosse concurrence et puis des espèces qui prenaient un peu le dessus, qui n'étaient pas forcément agronomiquement intéressantes. Donc le premier gros chantier dans lequel on s'est lancé, c'était autour de réfléchir justement à la couverture des sols. Sur les parcelles qu'on a choisi de garder en enherbement permanent, donc on fait de la botanique. On regarde quelles plantes sont là, à quelle période elles sont vertes et donc concurrentes avec la vigne et à quelle période elles le sont moins. Donc on va être très drastique sur à la pioche. On va 2 fois par an arracher toutes les inules visqueuses qui sont vertes en été. À l'inverse, on est très content quand il y a du trèfle nain, quand il y a des espèces comme ça qui, elles, vont être beaucoup plus calmes en période de sécheresse, presque neutres, presque non concurrents. Et ça change quoi d'avoir ajouté ces couverts techniquement? Parce que ça rajoute du travail, non? J'imagine. Alors, d'une part, ça rajoute pas tant de travail. Effectivement, nous, on a le semis un peu plus tôt, mais d'un autre côté, on passe pas à l'automne pour labourer ou pour travailler le sol. Et ce que ça apporte, plein de choses en fait. Premier bénéfice, le plus facile à appréhender, c'est le fait de voir qu'on a des légumineuses qui sont présentes dans le couvert. L'azote, c'est quelque chose dont on a besoin dans nos vignes, dans nos raisins. Plus on a des couverts fonctionnels, plus on a des légumineuses qui sont capables de faire de la fixation azotée, moins on a besoin d'apporter. Et ça, c'est un gain facile, un gain direct. En plus de ça, la deuxième chose, et ce qu'on cherche aussi, nous, c'est de la structuration du sol. On va réussir à créer de la fissuration verticale sur certaines zones où on avait des problèmes de semelles de labour horizontales, et puis créer une structure plus aérée aussi en surface. Et tout ça, c'est le travail des racines, et c'est le travail qu'on a à faire en moins aussi avec des machines et de la mécanisation. C'est souvent mieux fait quand c'est les racines qui le font que quand on le fait avec nos quelques outils. Et le troisième point, c'est l'apport de matière organique. Ces couverts qui poussent, qu'on va détruire, qu'on va réintégrer dans le sol, en fait, ça fait de la matière organique qui se fixe. La matière organique, en plus de la bonne structure du sol, ça va nous permettre de stocker plus d'eau dans le sol. Plus il y a de matière organique, plus il y a de porosité, plus il y a une belle structure, plus le sol va être capable d'absorber l'eau. Donc quand il y a des jours de pluie, des excès d'eau, plutôt que de ruisseler, elle va avoir plus tendance à rentrer, éventuellement même aller jusqu'aux nappes et donc faire de la réserve à long terme. Et puis en surface, là où on a nos couverts, on a de la terre humide plus longtemps, plus accessible, plus facile pour les plantes. Et ces 3 points-là, ça justifie largement le petit travail qu'on a à faire de semis en septembre. Il y a une dimension complémentaire qu'on n'a pas forcément évoquée, c'est la dimension biodiversité. Pour reposer un peu les choses, la vigne, c'est une monoculture. C'est une monoculture dans l'espace et c'est une monoculture dans le temps. Les couverts végétaux, c'est aussi une diversification des espèces cultivées au sein d'une parcelle. Et ça, globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a de la ressource pour les pollinisateurs, par exemple. Ça permet de maintenir des populations d'insectes qui régulent naturellement les équilibres et donc qui peuvent limiter l'explosion de certains ravageurs. Ça permet aussi d'avoir une ressource alimentaire pour tous les prédateurs qui sont des auxiliaires de culture pour la vigne. Je pense aux chauves-souris notamment. Sans couverts végétaux, il n'y a quand même pas de base de chaîne alimentaire pour elles sur les parcelles viticoles tout au long de l'année. Ces chauves-souris, pour pouvoir se déplacer et venir chasser au sein des parcelles, donc elles se déplacent uniquement au radar. Donc elles ont besoin d'avoir des éléments paysagers qui leur renvoient leurs ondes radar. Donc elles ne s'aventurent pas au milieu d'une parcelle 100% vigne. Il faut qu'il y ait des arbres, des murets, des éléments du paysage qui puissent lui permettre de se guider pour qu'elle s'aventure jusque-là. Et là on le voit autour de nous, on a quand même fait attention à préserver les arbres qui étaient initialement présents, pour essayer justement de casser un petit peu ces étendues de monoculture, venir ramener un petit peu de diversité qui permettra, on l'espère en tout cas, de permettre aux chauves-souris et autres espèces qui peuvent être auxiliaires pour nous, de s'aventurer un petit peu plus sur nos parcelles et de venir rééquilibrer un petit peu toutes ces populations de façon à limiter les pressions, en tout cas à les considérer comme suffisamment acceptables pour qu'on n'ait pas besoin d'intervention. Donc ça a été le premier gros chantier, de voir comment on pouvait travailler sur les sols. Il y a eu des sujets aussi autour de la fertilité des sols, comment on les nourrit ces sols. Sur les parcelles qui n'étaient pas mécanisables, on a passé un petit peu de temps à faire tous les tours de pied à la pioche et à construire des petites cuvettes autour des pieds justement pour avoir des zones de concentration d'eau et aller flécher les eaux de ruissellement plutôt sur nos plants. Ça nous a aussi permis de faire plonger un petit peu les racines, puisque l'air de rien, les profondeurs d'enracinement jouent quand même aussi beaucoup sur la capacité des vignes à aller pomper de l'eau dans les sols. Et justement, avec des moments de sécheresse un peu intenses, c'est quand même extrêmement important. Et puis on s'est beaucoup questionné sur les modes de taille.
Et donc on s'est beaucoup formé, on a beaucoup lu autour des principes de la taille douce pour justement raisonner un peu plus autour des flux de sève, sortir un peu d'un certain nombre de dogmes autour de la hauteur qui progresse sur les vignes, qu'il faut absolument limiter. Enfin, on est un peu sorti de tout ça. Et là, le cas d'école, ça a été la parcelle sur laquelle on est, donc avec des vignes qui n'ont pas été taillées depuis 3 ans. Là, on peut complètement sortir de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, puisque de toute façon, la configuration est très très différente. Personne n'avait trop vécu cette situation, donc on a testé plein de trucs sur est-ce qu'il faut laisser du bois de l'année, est-ce qu'il faut rabattre systématiquement. Donc on a fait plusieurs essais, et au final, c'est reparti à peu près partout. Donc on voit que la vigne, c'est quand même une plante assez résiliente, qu'on peut malmener un peu. Et on voit que quand on manque d'eau, qu'on a des plaies de taille un peu sévères, c'est de suite un bras ou un cep qui meurt. À l'échelle d'une parcelle, c'est pas dramatique. Le problème, c'est que quand il y en a de plus en plus et que les conditions sont de plus en plus sèches, ça va à l'encontre un peu de la résilience globale et c'est des choses qu'on essaie d'éviter. Pour faire face aux sécheresses, Carmen et Martin ont donc travaillé la couverture des sols et la fertilité des sols. Et pour compenser les hivers secs, ils ont travaillé avec des décoctions de plantes. Globalement, faire des vinifications nature, ça veut dire avoir des raisins qui arrivent extrêmement équilibrés à la cave. Donc pas carencés, et notamment pas carencés en azote, sinon on s'en sort pas. Donc on a testé pas mal de choses autour de purins de plantes, de décoctions de plantes, justement soit pour renforcer les défenses naturelles des vignes, soit pour apporter des nutriments, soit pour avoir des aspects un peu concurrents. On s'aperçoit aussi que ces apports-là de décoction de plantes peuvent aussi nous permettre justement d'accompagner la plante sur des sorties d'hiver particulièrement secs. Ça a été le cas cette année. On a fait des apports foliaires qui avaient aussi pour vocation d'aider la plante dans sa croissance et de lui permettre justement, avec des mises en réserve qui n'avaient pas été terribles à l'automne dernier à cause des conditions sèches, de quand même pouvoir faire de la végétation et pousser dans de bonnes conditions. Donc on peut aussi avoir cette approche d'apport foliaire sur les phases de mise en réserve, donc pendant la véraison, juste avant les vendanges, qui permettront d'avoir des raisins équilibrés, qui sera beaucoup plus facile ensuite à faire fermenter sans intrants au chai. Ça veut dire quoi, véraison ? La véraison, c'est le moment où la baie de raisin change de couleur. À partir de ce moment-là, globalement, disons que les dés sont jetés. C'est le moment où le viticulteur ou le vigneron part en vacances. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de catastrophe de type grêle qui se passe sur ce moment-là. Et puis ensuite, on commence à préparer sa cave, justement, parce que ça veut dire que les vendanges arrivent bientôt. Le dérèglement climatique, il y a dérèglement du coup. Donc vous arrivez à anticiper quand est-ce qu'elle va avoir lieu, la véraison, pour prendre vos vacances, ou est-ce que vous rigolez là ? C'est effectivement un point clé. Ouais. Réussir à anticiper les vendanges. Ce qu'on observe, c'est que chaque année, on vendange un petit peu plus tôt. Et on n'a pas un gros recul historique, mais c'est déjà sensible pour nous. Et puis quand on regarde sur l'historique, on voit que ça s'avance. Mais en fait, les périodes de forte chaleur dont parlait Nicolas, la sécheresse, les gels pendant l'hiver, nos dates de taille qui du coup sont décalées aussi, et ben ça a des effets multiples, complexes sur la vigne. Et on observe, en particulier cette année, des forts décalages en fait de maturité entre les parcelles, au sein des parcelles, et même cette année sur un même pied, on voit des décalages qui sont parfois importants, et donc ça oblige à improviser un petit peu. Ouais. Ce qu'on cherche à faire avec les systèmes qu'on essaie de mettre en place, c'est justement de pallier toute cette incertitude en essayant d'aller chercher de la résilience, en diversifiant un peu les cultures, en diversifiant un peu les approches, en essayant d'avoir des systèmes qui soient sobres, qui nous permettent justement d'aller construire des modèles un petit peu différemment, et donc d'appréhender ce risque avec un gros levier qui est celui de la résilience. Je rebondis aussi sur les aspects d'adaptation, de résilience. Il y a un gros levier qu'on a mis en place, c'est aussi le collectif, quoi. C'est le fait, quand on fait un test, on ne le fait pas tout seul, on s'inspire des tests qu'ont fait les autres, on partage sur ce qu'on a fait, on communique, et puis quand on ne sait pas comment faire, eh ben on se réunit, on parle avec des copains, on partage, on s'entraide. Réussir dans des temps où justement il y a l'incertitude, à travailler ensemble, à faire des chantiers collectifs, pour répandre le fumier sur certaines parcelles, ça se fait à la brouette. Et ben le faire 10 fois à 10 vignerons sur 10 parcelles différentes, ou le faire pendant 10 jours tout seul, c'est pas la même approche, et je pense qu'on l'aurait fait différemment si on avait dû le faire tout seul dans notre coin. Je vois, en plus de cette idée d'adaptation,
Par le collectif, on s'en sort bien. Par la coopération. Par la coopération et par l'entraide, ouais. C'est vrai que nous, au sein du CIVAM, on est sur un collectif du coup départemental, une association qui fédère un peu plus de 300 agriculteurs dans le département. Et clairement, je pense que c'est un levier pour s'adapter beaucoup plus vite. Voilà, on voit des choses qui sont intéressantes, par exemple les traitements foliaires. Là, nous, on a vu des choses quand même assez intéressantes. On arrive à avoir des meilleures sorties les années suivantes, alors que sur l'année en cours, par exemple, on ne voyait rien de flagrant sur les parcelles et des rendements qui se stabilisent. Alors que des modalités non traitées, par exemple, on va avoir tendance à avoir des rendements qui baissent avec les sécheresses qu'on a, quoi. Donc d'avancer collectivement sur tous ces sujets-là, ça peut être un vrai levier, je pense, pour s'adapter, quoi. Et on a mis en place avec les jeunes vignerons du village ce qu'on appelle la contrebande, puisqu'il y a la bande de la Tour qui est l'association tutélaire, et les jeunes installés dans les 5 dernières années, on s'appelle la contrebande parce qu'on a grandi tout contre la bande. Ça c'était juste pour le jeu de mots. Et au sein de la contrebande, on a commencé par discuter un peu avec les vendanges pour se rendre compte que on n'avait pas la trésorerie pour avoir des équipes de vendanges et pas la surface pour avoir des gens qui bossaient pour nous. Donc on était toujours en train de demander à des copains de venir nous aider 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Et que finalement, on avait aussi du temps libre pendant les vendanges. Donc on s'est dit, ici on travaillait les uns pour les autres. Une équipe de vendanges collective. On est 5 domaines, on est 7 personnes, ça fait une équipe complète. Et puis ça a bien marché, c'était confortable de bosser avec des gens qui savaient faire, qui étaient capables de pallier aux oublis, de partager aussi un peu de la charge de stress, quoi. Ça a super bien marché, tellement bien qu'à la sortie des vendanges, on a décidé de continuer, de créer un cahier d'entraide sur lequel on note nos heures. Donc au-delà des aspects gros matériels et gros investissements, sur des petites choses du quotidien, ça permet aussi de créer une ambiance de solidarité qui est chouette. Cet épisode touche à sa fin. Le principe de l'entraide, c'est un dispositif légal finalement qui fait qu'un agriculteur peut travailler sur la parcelle, sur l'exploitation d'un autre agriculteur et est couvert par la MSA en cas d'accident. C'est ce qu'on appelle l'entraide agricole. Il est l'heure de récapituler. Je pense que ce serait pertinent pour le territoire de trouver un espace de discussion. Sur les couverts végétaux, il y a quand même une importance d'avoir des mélanges un peu diversifiés parce qu'il y a des espèces qui sont quand même plus résilientes que d'autres à la sécheresse. La matière organique, en plus de la bonne structure du sol, ça va nous permettre de stocker plus d'eau dans le sol. Ça permet de maintenir des populations d'insectes qui régulent naturellement les équilibres et donc qui peuvent limiter l'explosion de certains ravageurs. Ça justifie largement le petit travail qu'on a à faire de semis en septembre. Par le collectif, on s'en sort bien. Et clairement, je pense que c'est un levier pour s'adapter beaucoup plus vite. Créer une ambiance de solidarité qui est chouette. Donc d'avancer collectivement sur tous ces sujets-là, ça peut être un vrai levier, je pense, pour s'adapter, quoi. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Ouais, salut Laure, c'est Johanna de la FNAB. Dis-moi, on a réfléchi à l'épisode suivant et on s'est dit que ce serait chouette d'aller voir Gonzague. Il est dans le Nord et il est passé d'une ferme bio classique à une ferme centrée sur la diversité et le vivant. Ça va être intéressant. Un podcast de la Fédération nationale d'agriculture biologique.